Bonsoir à tous et bienvenue sur Gap Culture, la décennie des personnes d'ascendance africaine, mémoire et identité des afro-descendants. C'est le thème même de ce soir. Il se fera le plaisir de répondre à nos différentes questions. Découvrons ensemble le portrait de notre invité. Né un 23 décembre 1944 à Léopoldville, à Kinshasa, Elikia Mbokolo est très vite influencé par son milieu, fils d'un médecin émérite au Congo belge de l'époque. C'est après avoir assisté à un discours du Premier ministre congolais Patrice Lumumba, au cours duquel ce dernier évoqua l'histoire des Africains par les Africains. Cette phrase fut l'élément déclencheur et motiva Elikia à devenir l'un des plus grands historiens de son temps. Il va s'installer avec sa famille en France autour des années 1961. Il intègre l'école normale supérieure et se spécialise en histoire. Il est le producteur de l'émission Mémoire d'un continent, un magazine hebdomadaire consacré à l'histoire d'un continent noir proposé par Radio France Internationale RFI. Il accède à plusieurs fonctions, notamment entre 1971 et 1975. Il est professeur d'histoire et géographie en classe préparatoire à Paris, puis maître assistant à l'école des hautes études en sciences sociales, EHES. Par la suite, devient directeur du Centre d'études africaines CEAP. En 2013, il reçoit l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Passionné de découvertes, de voyages et de culture, Elikia vit entre Kinshasa et Paris. Actuellement consultant à l'UNESCO sur les problèmes de culture, de développement, de la paix et des sciences sociales. Elikia Mbokolo affectionne les instants de famille avec ses petits-enfants et ses deux filles. Il y a quelque temps encore, il a pris part à la décennie des personnes d'ascendance africaine à Libreville, au Gabon. Bonsoir professeur Elikia. Bonsoir. Avec vous ce soir professeur, nous allons parler de mémoire et identité des personnes d'ascendance africaine. Mais avant, comment pouvons-nous définir une personne afrodescendante? En fait, les afrodescendants se définissent eux-mêmes parce que depuis l'époque de l'esclavage, quand on leur demandait qu'est-ce qu'ils étaient, ils disaient qu'ils étaient africains. Quelquefois, ils disaient qu'ils étaient guinéens. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient guinéens de la Guinée d'aujourd'hui, c'est que dans la géographie mondiale de l'époque, on appelait la Guinée en gros toute la côte occidentale de l'Afrique qui longe donc l'océan Indien, disons du Sénégal actuel jusqu'en Angola. La traite, comme on dit, avait commencé d'abord dans la partie supérieure de la côte atlantique, donc du Sénégal, Sierra Leone. Ensuite, elle s'est concentrée dans deux parties, donc ce qu'on appelait la côte des esclaves, c'est en gros le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana actuel, où aujourd'hui on voit encore des forts négriers. Et en même temps, elle a basculé vers le sud du côté de, disons, de la zone Congo-Angola. Donc on parlait de la Haute-Guinée, qui serait le Sénégal, la Sierra Leone, de la Guinée proprement dite, donc le golfe de Guinée, et de la Basse-Guinée, qui serait donc le Gabon, le Congo et l'Angola. Professeur, dites-nous, l'esclavage a été un système économique, social, et pourtant, juste après l'abolition de l'esclavage, les propriétaires d'esclaves, eux, ont été indemnisés, mais les descendants des esclaves n'ont jamais été indemnisés. Comment cela est-il possible? Bon, c'est vrai que l'esclavage, ce n'est pas d'abord comment dire, une affaire de cruauté entre les hommes. Ben, c'est une autre forme de pratique négative consistant à dépouiller l'Afrique de sa richesse. Richesse physique, richesse intellectuelle, richesse d'imagination qui va évidemment profiter toujours à ceux qui déjà ont profité du travail des esclaves africains. Vous avez raison de dire que c'est un système économique dans lequel en gros il y avait trois principaux partenaires, donc ceux qui faisaient le commerce entre guillemets des esclaves, c'est-à-dire ceux qui venaient sur la côte africaine
prendre des gens qu'on avait mis en esclavage et qui les transportaient aux Amériques. Ensuite, les planteurs, les propriétaires de cette marchandise humaine et finalement les esclaves eux-mêmes. Lorsque le système fonctionne, les gens qui viennent prendre les esclaves gagnent de l'argent tout de suite parce que c'est le transport qui les paye. Les propriétaires d'esclaves, ils ont besoin de cette main-d'œuvre permanente pour produire pendant le plus longtemps possible. Et puis il y a les Africains qui produisent. Au moment de l'abolition, ceux qui transportaient n'avaient pas trop de problèmes puisqu'ils avaient déjà leur argent et ils ont pu se transformer en marchands qui vont vendre l'huile de palme, le bois, etc. Les propriétaires ont demandé à être dédommagés puisqu'ils ont produit la richesse des États européens et ils ont été dédommagés. Alors il faut bien voir que tous les propriétaires d'esclaves du Canada jusqu'à l'Argentine ont tous été dédommagés. En revanche, les Africains, les esclaves, n'ont rien reçu. Même si dans leur tête, dès la fin du XVIIIe siècle, il y a beaucoup d'esclaves, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui constatent l'injustice et qui demandent qu'on les paye aussi du travail qu'ils avaient fait. On peut même dire qu'un certain nombre de prêtres, de missionnaires, déjà au XVIIe siècle, expliquaient que les esclaves étaient des hommes créés par Dieu, qu'ils avaient donc des droits naturels et que l'un de ces droits, c'est que puisqu'ils avaient travaillé, ils soient dédommagés à leur tour. Et en réalité, aucun État ne va dédommager les anciens esclaves. Pour quelle raison, finalement? On considérait que, ils n'avaient fait que leur devoir et que ce travail-là ne comptait pas. Ce qui comptait, c'est l'investissement que le maître avait fait, l'investissement que les commerçants avaient fait. C'était ça qu'il fallait dédommager. Il faut penser que le code noir français, accepté en 1685, explique que les nègres sont des marchandises. Ce sont des meubles que l'on va se transformer comme on transfère des chaises, des maisons, etc. Mais n'oublions pas que la traite a été tellement dévoreuse d'hommes que les navires négriers ont contourné le cap de Bonne-Espérance pour aller chercher des esclaves jusqu'au Mozambique. Donc cette géographie-là est telle que le travail reste à faire de savoir quels sont les pourcentages des uns et des autres et comment on peut les reconnaître. Alors beaucoup disent qu'aujourd'hui, l'ADN permettrait, au-delà de l'Atlantique, de retrouver et peut-être de reconstituer les masses humaines des différentes parties du continent. Professeur, dites-nous, qu'est-ce qui reste de l'identité noire aux personnes afrodescendantes aujourd'hui? Ce qui reste d'abord, c'est le mot noir, parce que à l'époque de l'esclavage, souvent on ne dit pas esclave, on dit nègre ou noir. Donc ces gens se sont appropriés l'identité qu'on leur a donnée, imposée, et donc ils vont se dire négro-africain, négro-américain, noir-américain, brésilien noir, argentin noir, etc. Mais, ce mot noir porte quand même les stigmates de l'esclavage. Ce qui fait qu'assez vite, ça dépend des périodes selon les pays. Aux États-Unis, par exemple, on va commencer à parler des Afro-Américains. Et vous savez que dans les années 60, si vous prenez quelqu'un comme Angela Davis, qui a été une grande militante de la cause noire, elle a mis à la mode cette grande coiffure qu'on va appeler afro. De la même manière, tout au sud, les Argentins d'origine africaine vont s'appeler aussi afro-argentins, jusqu'à ce que de plus en plus aujourd'hui, plusieurs veulent qu'on les considère comme Africains du Brésil, Africains d'Argentine ou, comme on dit aux États-Unis, Africains américains. Alors on constate que le terme afro dérange un tout petit peu, surtout au niveau des Amériques. Certains préfèrent dire « je suis noir américain » que de dire « je suis afro-américain ». Comment cela est-il possible? Oui, mais ça veut dire que l'identité négative que vous nous avez donnée,
sur la couleur de la peau, ben, j'assume cette identité. Je l'assume parce que ça a été la condition de mes ancêtres et je me suis battu, je me suis libéré en disant que je suis un noir. La musique y a été pour beaucoup, parce que cette musique afro-américaine ou noire américaine est devenue véritablement une musique mondiale qui se joue partout, du Japon à l'Afrique, du Japon donc de la côte pacifique jusqu'à l'Atlantique. Cette présence culturelle, ça a été aussi un pillage de nos ressources, fait que l'art mondial, l'art européen, depuis un temps assez long, mais surtout à partir du début du XXe siècle, cet art a incorporé les richesses artistiques de l'Afrique. Et on va dire que l'art moderne, la peinture, la sculpture, la musique, la littérature même s'est enrichi justement de l'apport matériel, artistique du continent africain. Oui, je suis noir, oui, je suis africain, oui, je suis nègre, oui, je suis afro-X. Et donc, comment dire, nous devons le reconnaître qu'ils ont surmonté le handicap des identités infamantes pour les revendiquer parce que d'une certaine manière, ils ont vaincu quand même le système qui les exploitait. Finalement, professeur, ne pouvons-nous pas dire que le terme, sinon la notion, le concept négritude, a trouvé ses limites? Oui, la négritude date maintenant de 80 ans. C'est beaucoup, on va dire que le concept a vieilli, même si le contenu de ce qui se disait sous la négritude reste toujours pertinent. Le concept a été inventé à Paris par des jeunes qui avaient, disons, 20-25 ans à l'époque, mais il correspondait à quelque chose de fondamental. Lorsque Aimé Césaire a fait le voyage de Haïti, il a rencontré notamment le docteur Jean Price-Mars et il a découvert qu'en Haïti, dit, c'est la vraie négritude ici. C'est-à-dire que les traditions africaines, le folklore, la littérature orale, les pratiques religieuses, tout ça restait encore vivante. Ce n'était pas des choses de musée, c'était la vie quotidienne des gens et c'était ce qui leur a permis de faire la guerre contre les colonisateurs et de gagner la guerre. Le mouvement littéraire incarné par Césaire, Senghor, Damas, comment dire, est un peu dépassé aujourd'hui parce que les descendants des Africains ne se disent plus nègres à cause de la stigmatisation de la couleur, ils se disent africains et que d'autre part, là-bas, de l'autre côté, les gens expliquent que la dimension noire est l'une des 3 dimensions des gens qui sont là-bas. Donc la dimension noire, la dimension qui est celle des premiers habitants, ce qu'on appelle à tort les Indiens d'Amérique, et bien sûr la dimension européenne. Donc beaucoup préfèrent parler de créole plutôt que de nègre. Mais c'est un débat chez eux, parce que certains disent que créole, ça veut dire que la part du blanc est comparable à celle du noir et ils préfèrent se considérer plutôt comme noirs et africains que comme créoles. Certains ne sont pas loin de dire que la créolisation est une manière d'évacuer la dimension noire liée à l'esclavage. Moi je pense que ça n'est pas une bonne chose parce que ce sont les nègres qui étaient esclaves, et ce sont eux qui ont vaincu les esclavagistes. Donc laissons-leur leurs conditions, reconnaissons-leur aussi le travail et la richesse qu'ils ont produit sous le mot de nègre et reconnaissons-leur les combats extraordinaires qu'ils ont menés. Il faut penser par exemple qu'au Brésil, le grand combattant contre l'esclavage n'avait pas un nom blanc, il s'appelait Nganganzumbi. Un mot qui parle beaucoup pour les Africains d'Afrique centrale, d'Afrique bantoue. Dans le cas de Haïti, nous savons qu'en 1791, c'est une cérémonie de sorciers avec un prêtre africain, Boukman, qui va déclencher la résistance. Et nous savons qu'au Brésil, jusqu'aujourd'hui, ce sont les pratiques religieuses
venus d'Afrique, mélangés parfois avec le christianisme, qui permet de maintenir l'identité africaine. Donc, alors on appelle ça sorcellerie, on appelle ça religion africaine, mais ça fait partie de cette identité collective. Même lorsqu'il s'agit de chrétiens, regardez notamment aux États-Unis, le christianisme des Noirs américains a une ferveur, a une densité qui est autre que le protestantisme des Blancs. Professeur, scientifiquement, les races n'existent pas. On n'a pas de blanc, on n'a pas de noir. Mais aujourd'hui, on est confronté à cette hiérarchisation tout de même actuellement. Oui, bon, on sait que dans le monde animal, les chats ne font pas des chiens et les chiens ne font pas de chats. En revanche, dans le monde humain, tout être humain masculin et un autre être humain féminin, s'ils s'accouplent, ils vont toujours faire un enfant. Qui sera un mélange des deux. Alors, auparavant, on disait café au lait, etc. Donc, ça veut dire que les races et la classification des individus et des groupes humains par la race, c'est-à-dire la couleur, est liée directement à l'histoire de l'esclavage. Et donc, nous devons tout faire pour parler aujourd'hui, en effet, de genre humain, de droit humain, de droit de la personne humaine. Et donc, au fond, le concept d'afro-descendant est mieux que le concept de nègre. Parce que afro-descendant veut dire simplement quelqu'un qui descend d'Africains qui ont été amenés ici injustement par le commerce négrier. Lorsque, parmi la multitude des vivants, debout sur le rivage des autres bords de l'océan, scrutant les régions souterraines, j'interroge l'ancien des jours. L'image flagrante d'un être qui languit de la longue liste des ethnies me ramène à moi dans une rumeur de sang, avec dans la peau l'écho caché de ce que j'ignore. Du soleil d'aujourd'hui, ostensoir primordial, primitif, girandole mythique, les mâles animés exécutent l'ordre enfanté quand autrefois je m'en fus allé, sans espoir de retour nulle part, ni ailleurs d'ailleurs. Hier, c'est ce que je disais encore. Oui, je suis déjà revenu. Mais reviendrai-je jamais? Et n'est-ce pas aussi peu évident qu'il faille l'énoncer de mots phrasés de claire conception? Et voici le saut des galaxies, empreint sur le cours de nos vies. Mais nous aurons vite fait perdre notre fil. Juste comme ça n'est jamais assez, jamais assez. Oui, j'entends dire que c'est pas facile, mais c'est la seule façon, de toute façon, de toutes les façons. De bas en haut, de bas en haut, de bas en haut.
Que voit-on tout autour et à la fin? Véridique, incontestable, véritable et naturel, sur le sol, hey, sur le sol. Tout un jazz hanté de chaînes brisées dans le périmètre de l'arène, de la lisse immuable, dans l'ombre lumineuse de la lignée. Debout, live et moins et yo. Yo côté moins et moins côté yo. Debout, là avec moi et moi avec eux. Eux à mon côté et moi à leur côté. Professeur, dites-nous de quel type de mémoire est-il question lorsqu'on parle des afro-descendants collectifs, historiques ou simplement un devoir de mémoire? Je crois que ce n'est pas un devoir de mémoire, c'est une mémoire concrète que les gens assument et qu'ils portent avec fierté et à laquelle ils font extrêmement attention. Si vous regardez par exemple pendant la présidence de Barack Obama, on a constaté de manière étonnante que les assassinats de Noirs par la police ont curieusement augmenté. Donc ça veut dire que comment on reconnaît ces gens-là? On les reconnaît par la couleur. Avec ceci que même Obama, les gens disent qu'il est noir, alors que lorsqu'il est arrivé dans plusieurs pays africains, les gens disaient il n'est pas noir, il est blanc, puisqu'il est métis. Donc la référence à la couleur noire a encore un effet identitaire et un effet mobilisateur qu'il ne faut pas négliger. Professeur, vous avez pris part à la semaine de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Quelle a été votre participation tout au long de cette semaine? Bon, moi je suis donc un historien africain et je fais partie de ceux qui, parmi les historiens, disent que l'Afrique est une globalité dont nous devons faire l'histoire et que ceux qui sont de l'autre côté, ce sont encore des Africains. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de l'Afrique en disant que l'Afrique c'est l'Afrique globale. C'est-à-dire cette Afrique qui depuis très longtemps, depuis les origines de l'humanité, a peuplé le monde et donc notre travail consiste face au particularisme à montrer que l'Afrique est présente partout et que sans les Africains, eh bien, il n'y aurait pas d'humanité. Alors, professeur Elikia, de retour à Libreville, on va dire 8 ans plus tard, quelles sont vos impressions à chaud lorsque vous regardez la ville? C'est une impression très positive, hein. Je vois que la ville a continué de se transformer, que cette croissance urbaine est maîtrisée. Je dirais aussi peut-être que la ville est encore plus belle qu'auparavant. On voit véritablement qu'il y a un effort général, donc je veux dire de la part de la mairie de Libreville, de la part de l'État, mais aussi de la part des Librevillois eux-mêmes qui construisent, qui entretiennent leur ville. La ville est propre, il y a une sorte de convivialité qui caractérise
cette capitale de l'Afrique centrale. Et moi, ce qui me plaît dans le travail que nous sommes en train de faire dans le cadre du Sisiba, c'est qu'on voit que l'estuaire du Gabon, qui a longtemps été vide, est en train de s'orner d'un certain nombre de monuments qui rappellent justement de ce côté-ci, et puis peut-être bientôt du côté de la Pointe-Denis, qu'il s'est passé beaucoup de choses ici, pas seulement le retour des esclaves libérés du navire Elysia, mais aussi qu'il y a eu des pratiques esclavagistes et notamment des violences esclavagistes de la part des navires européens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir pris part à cette émission. On se dit à très bientôt sur GAD Culture. N'oubliez pas, tous autant que nous sommes, nous devons être plus que des acteurs culturels.